Au pied de l'Himalaya, s'étend à perte de vue un territoire de plaine fertile, entouré de 5 rivières. Joyau méconnu de l'Inde, le Pendjab est riche d'un héritage culturel unique, fruit d'une histoire mouvementée qui vit de nombreux peuples se côtoyer. Si tous ont laissé leurs empreintes, le Pendjab est surtout le pays des Maharajas et le berceau de la religion sikh. Son peuple y a cultivé un art de vivre sophistiqué et bâti un patrimoine à la beauté éternelle. Situé au nord-ouest du sous-continent indien, le Pendjab tire son nom des 5 rivières qui irriguent ses plaines. Ses terres fertiles et son agriculture dynamique en font le grenier à blé ainsi que l'un des États les plus riches de la Fédération indienne. Avec 28 millions d'habitants, pour une superficie du 10e de la France, c'est l'une des régions avec la plus forte densité de population au monde. Ses habitants, les Pendjabis, se distinguent du reste de la population indienne par leur religion, le sikhisme. Cette doctrine monothéiste, fondée au XVe siècle sur les enseignements de 10 gourous, prône la sagesse et la tolérance. Nous sommes à l'est du Pendjab, à Anandpur Sahib, l'un des principaux lieux de pèlerinage sikh. Cette ville est connue pour son magnifique temple, le Takht Shri Keshgar Sahib. Situé sur la place centrale, ce monument de marbre et d'or arbore le drapeau orange, emblème de la communauté. Chez les Sikhs, le temple, appelé Gurdwara ou porte du gourou, est ouvert à tous, à condition de se déchausser et de se couvrir la tête. À l'intérieur, le granthi, le prêtre, officie sur fond de musique traditionnelle, faite d'hymnes de dévotion joués à l'harmonium et au tabla qui accompagnent les prières. Les fidèles arrivent de tout le Pendjab pour se prosterner dans ce temple qui attire les foules. Après la prière, une sorte d'hostie sous la forme d'une petite sucrerie à valeur rituelle est distribuée aux croyants. Mais le temple d'Anandpur Sahib n'est pas un Gurdwara comme les autres. Il est l'un des 5 lieux de pouvoir de l'autorité religieuse sikh et en tant que tel, revêt une dimension particulière pour la communauté, comme nous l'expliquent ses prêtres. Ce temple qui se trouve derrière nous est le lieu où le 10e gourou des Sikhs créa l'ordre martial du Khalsa. Il donna le baptême aux Sikhs, puis à son tour demanda à être baptisé. L'ordre chevaleresque du Khalsa désigne par extension chaque Sikh qui a été baptisé. Il doit alors porter en permanence les attributs qui montrent son appartenance à l'ordre. Avoir les cheveux longs et la barbe, porter un peigne et un turban, un caleçon traditionnel, un bracelet en fer et un poignard recourbé à la taille. Le turban est sans doute le marqueur le plus fort de l'identité sikh. Cette pièce de tissu longue de 7 mètres est enroulée minutieusement autour du crâne. Il en existe de teintes différentes, les plus courantes étant le bleu, le blanc et le safran qui symbolisent le courage. Au-delà de la signification religieuse, le turban a une valeur culturelle et sociale importante. Le faire tomber de la tête d'un sikh est une offense grave. Les femmes, elles, portent le costume pendjabi, composé d'une culotte large et d'une longue tunique, souvent avec une écharpe qui couvre la tête et les épaules. Les motifs et les teintes varient grandement. Les boutiques sont également très colorées.
Dans le bazar couvert par endroits pour protéger de la chaleur, la température peut grimper au-delà de 40 degrés en été. Les commerçants d'Anandpur Sahib profitent de l'affluence des pèlerins pour vendre des souvenirs et autres babioles fabriquées par les artisans locaux, ainsi que des objets traditionnels comme ces bracelets en acier, symboles d'attachement à Dieu et attributs de l'identité sikh. On trouve également de nombreuses spécialités culinaires traditionnelles, qui parfument les rues colorées de senteurs délicates. C'est une véritable fête d'essence pour le promeneur. Tout autour de la ville d'Anandpur Sahib, les Sikhs ont construit de nombreux forts pour se protéger des envahisseurs, notamment mongols et afghans, qui sévirent tout au long de la longue histoire du Pendjab. Les temples sikhs eux-mêmes, construits comme des forts, avaient une fonction militaire et servaient de refuge à la population en temps de guerre. Connu comme l'un des plus anciens foyers de civilisation, l'Inde a de tout temps attiré la convoitise des peuples conquérants. On raconte même que c'est dans cette région que fut stoppée la conquête d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant notre ère. Du haut de ces remparts, le point de vue dégagé qui embrasse jusqu'au contrefort de l'Himalaya permet de voir l'ennemi arriver de loin. La dernière invasion en date fut celle des Britanniques. Elle se solda par le traumatisme de la partition des Indes en 1947 qui vit le Pendjab divisé entre l'Inde et le Pakistan. En 1966, le Pendjab indien fut à son tour découpé en 3 États, 2 à majorité hindi et le Pendjab actuel, lui, à majorité sikh. Les Britanniques ne sont pas les seuls à avoir laissé leur empreinte. L'influence d'autres pays européens est également visible dans le patrimoine pendjabi. À Kapurthala, en plein cœur du Pendjab, le Jakajit Palace a des airs de château de Fontainebleau. Et pour cause, c'est un architecte français qui en dessina les plans. Le dernier Maharaja de Kapurthala était un véritable amoureux de la France et souhaitait construire une résidence qui s'inspire de son style architectural. Sous son règne, la ville a même gagné le surnom de Petit Paris du Pendjab. Le Jakajit Palace ne renie pas pour autant ses origines indiennes. À l'intérieur, la décoration du plafond, les moulures sur les murs et les encadrements des portes sont de magnifiques exemples du raffinement pendjabi. Dans le hall principal, là où le Maharaja recevait ses hôtes, les tableaux accrochés au mur témoignent d'une époque révolue. Aujourd'hui, cette pièce d'apparat sert de bibliothèque. Le palais héberge désormais une prestigieuse école militaire qui forme l'élite de l'armée indienne. Dans cette pièce de vie, l'influence française est encore plus flagrante. On pourrait presque se croire à Versailles. Ici, le style pendjabi se fond discrètement dans le décor, par petites touches, présentes dans les détails des moulures. Avec son unique fusion de 2 cultures, ce monument est considéré comme l'un des plus beaux de la région. Dehors, le jardin évoque encore le palais de Louis XIV, avec cette splendide fontaine et ses statues d'animaux sauvages. Cependant, pour admirer la statue du Maharaja, il faut se rendre devant le palais de justice où le souverain recevait les habitants de Kapurthala. Ce monument, construit en 1889, est lui profondément marqué par l'art islamique. Monarque éclairé,
Le Maharaja de Kapurthala suivait à la lettre les principes du sikhisme, une doctrine de tolérance qui considère qu'aucune religion n'est supérieure à une autre. Le premier gourou fondateur de la religion sikh était un grand voyageur qui, au gré de ses périples, a pu observer les ravages causés par l'antagonisme entre hindous et musulmans. Pour lui, la religion devait unir les hommes au lieu de les opposer. Il voyait dans ces deux doctrines, pourtant différentes, une richesse commune, l'amour de Dieu. Selon ces principes, peu importe que l'on soit hindou ou musulman, car nous sommes tous des élèves à la recherche de l'âme de Dieu, d'où le terme sanskrit de Sikh qui signifie disciple. Le Maharaja de Kapurthala souhaitait donc que chacun puisse pratiquer son culte librement. Il fit également bâtir une mosquée inspirée de la célèbre Koutoubia de Marrakech qui a pour particularité d'être construite sans dôme ou minaret externe avec une seule grande tour à son extrémité, ce qui la distingue des autres mosquées indiennes. Également dessiné par un architecte français, l'édifice est actuellement en rénovation. Les tuiles du toit doivent être réalisées sur mesure, un savoir-faire que peu d'artisans maîtrisent. L'imam de la mosquée nous relate son histoire. C'est le Maharaja qui a fait construire cette mosquée. Cet homme très généreux avait également fait construire un temple hindou et un temple sikh. La construction de cette mosquée débuta en janvier 1926 et fut achevée en 1930. Lors de la première prière, les fidèles ont offert 100 000 roupies. L'architecture de cette mosquée est inspirée d'une mosquée qui est au Maroc, à Casablanca. D'architecture très élégante, la mosquée de Kapurthala retrouvera bientôt toute sa splendeur. L'un des descendants du Maharaja a accepté de nous recevoir dans sa demeure afin de nous en dire un peu plus sur ses illustres ancêtres. En attendant son arrivée, on découvre sur son bureau un livre, The Maharajas, ou Les inoubliables Maharajas, qui est dédié au passé glorieux des souverains de Kapurthala. Baba Jassa Singh est le fondateur de notre royaume. Cette peinture qui le représente est une inspiration, car nous n'avons pas de photo de Jassa Singh. Ci-dessus, vous avez le sabre de Jassa Singh. Il pèse environ 4,5 kg. Cela donne une idée de ce qu'a été cet homme. Imaginez-vous, sur un cheval, avec dans une main les rênes du cheval et dans l'autre ce sabre. Cela prouve sa vaillance et sa force. Toutes ces médailles sont des présents reçus par mon grand-père. Il y a peu d'hommes qui ont reçu de leur vivant autant de médailles. Des portraits de la famille du Maharaja trônent sur les murs de sa demeure. Une manière pour lui d'honorer la mémoire de ses aïeuls. Dans ses cahiers, mon grand-père écrivait tous les jours ce qu'il avait fait et les gens qu'il avait rencontrés. Paris, vendredi le 3 juin. Paris, vendredi le 10 juin. Aujourd'hui, je suis allé à l'ambassade des États-Unis où j'ai rencontré la femme de l'aviateur Lindbergh. La femme aviatrix Lindbergh. Il a rencontré énormément de gens de pays différents.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Le Maharaja est toujours empreint de nostalgie. Quand il contemple ses photos de famille, souvenir d'un passé glorieux désormais révolu. Malgré tout, il reste fier d'être un descendant de cette famille prestigieuse. Aujourd'hui, le temps des Maharajas a laissé place à l'essor de l'économie. Depuis quelques années, le pays des 5 rivières voit ses infrastructures se développer à un rythme soutenu. La construction de routes modernes permet de transporter les denrées agricoles. Le Pendjab est le plus important producteur de blé en Inde et représente à lui seul près de 2% de la production mondiale. Son agriculture profite de nombreuses précipitations dues à la proximité de l'Himalaya et d'un important réseau de canaux d'irrigation, en majorité construits sous la domination britannique. Cela permet une grande variété de cultures. Ici, la canne à sucre, une plante qui pousse sans difficulté. Mais aussi le fameux riz basmati, comme nous l'explique cet agriculteur de la région. Le riz basmati est principalement cultivé dans la région de Gurdaspur et d'Amritsar. C'est ici que nous exportons le riz basmati vers le monde entier. Au milieu des cultures, transformées en terrain de jeu, ces enfants forment une grande famille qui prendra bientôt le relais des adultes pour tirer le meilleur de leur terre, comme le font les Punjabis de génération en génération. En 1947, au moment de l'indépendance de l'Inde, la situation alimentaire du pays était épouvantable et beaucoup prévoyaient une évolution catastrophique. Heureusement, l'Inde a su déjouer les pronostics en lançant la Révolution verte. Cette agriculture à haut rendement a permis en quelques années l'autosuffisance alimentaire du pays, ainsi que l'élargissement du marché du travail, l'électrification des campagnes et le développement des industries chimiques locales afin de répondre à la forte demande en engrais et semences. Ce miracle indien a permis au Punjab de devenir l'un des États les plus riches du pays. Si la population du Pendjab reste majoritairement rurale, les villes ne sont pas moins densément peuplées. C'est une fois le soleil couché que le centre s'anime pleinement, quand les Punjabis profitant de la fraîcheur de la nuit sortent se promener dans les rues bondées pour se rendre au marché. Les résultats de la Révolution verte se retrouvent sur les étals débordant de toutes sortes de denrées. Fruits et légumes divers, épices de toutes sortes et nombreuses spécialités culinaires s'offrent aux papilles des promeneurs. Là encore, les couleurs vives et les senteurs sont saisissantes et le voyageur est immédiatement transporté sur une planète exotique. Autant de sensations qui font du pays aux 5 rivières une destination inoubliable.
Inoubliable, la vue du célèbre Temple d'or l'est certainement. Appelé Harmandir Sahib, soit l'illustre temple de Dieu, c'est l'édifice le plus sacré pour la communauté sikh. Il est au nord-ouest du Pendjab, près de la frontière pakistanaise, à Amritsar, une ville dont le nom signifie « le lac de nectar ». Pour les Sikhs, l'eau du lac artificiel qui entoure le temple est bénite et capable de guérir les maux de ceux qui s'y baignent. Ils prennent donc grand soin à la garder propre. Ce souci de la propreté se retrouve dans les nombreux lieux de culte. En plus du Temple d'or, la cité héberge aussi l'Akal Takht, ou le trône de l'immortel, le premier des 5 trônes du sikhisme et siège de l'autorité politique, l'équivalent de la basilique Saint-Pierre de Rome pour les catholiques. Comme dans les autres gurdwaras, la propreté y est primordiale. Ici, le nettoyage ne se fait pas avec de l'eau, mais avec du lait. De nombreux Sikhs viennent écouter les prières diffusées dans les haut-parleurs. Vers 4 heures du matin commence le rituel le plus important. Le livre sacré des Sikhs, le Guru Granth Sahib, est déplacé du temple Akal Takht au temple d'or. Les 2 lieux saints, bien que situés juste à côté l'un de l'autre, ne se font pas face pour bien marquer la distinction entre autorité spirituelle et temporelle. Le livre sacré fait l'objet d'un soin tout particulier. Niché dans un carrosse en or massif, il est préparé soigneusement chaque jour selon un code précis qui s'apparente au réveil d'une personne vivante. Lors de ce moment solennel, les fidèles jettent des pétales de rose et se prosternent devant le Guru Granth Sahib, qui est bien plus qu'un simple livre. Avant sa mort, le 10e gourou Gobind Singh avait prévenu les Sikhs qu'il n'y aurait plus de gourou vivant après lui. Le livre sacré est le dernier des gourous. Guide éternel et autorité spirituelle suprême, il est considéré comme une véritable personne vivante. Ce livre de 1430 pages contient des poèmes mystiques. Destinés à être chantés, il recèle toute la sagesse de la philosophie sikh. 5 grands prêtres officient au Temple d'or. Personnages très haut placés dans les hiérarchies religieuses, ils se relaient pour présider les cérémonies qui durent toute la journée. Pour tous ceux qui viennent ici, tous leurs soucis sont effacés dès qu'ils se prosternent. Ce lieu est pour tout le monde, car Dieu est à tout le monde et n'importe qui peut venir ici. Après s'être recueillis, les fidèles se retrouvent au Langar, une cantine communautaire présente dans tous les temples sikhs. Car les gurdwaras ne sont pas seulement des lieux de culte, ce sont aussi des lieux de vie et de partage. Un employé qui travaille dans les cuisines du Temple d'or nous décrit le fonctionnement des langars. Les repas qui sont servis ici sont offerts à tout le monde. N'importe qui de n'importe quelle religion ou n'importe quel pays peut venir ici manger gratuitement. Les repas sont servis tous les jours, 24 heures sur 24. Nous ne refusons personne. Tous ceux qui veulent sont les bienvenus. Les langars ont été institués pour lutter contre le système des castes auquel les Sikhs sont farouchement opposés. Leur religion, avec ses préceptes de tolérance et de fraternité, est basée sur le concept de l'égalité des droits de tous les hommes. Au Temple d'or, ce sont environ 100 000 repas qui sont préparés chaque jour, soit plus de 3 millions de repas par mois. Les plats sont strictement végétariens. Le livre sacré des Sikhs enseigne la pitié envers toutes les créatures terrestres et interdit le meurtre d'animaux. Afin de satisfaire les nombreux visiteurs, il a fallu créer des accessoires de cuisine spécifiques
comme ces gigantesques marmites. S'il y a bien quelques emplois au temple, la plupart des personnes qui y travaillent sont des bénévoles. En effet, le volontariat est très courant au Pendjab. C'est même un devoir pour les Sikhs de participer au service communautaire. Ici, il y a une véritable mixité sociale. Pour aider en cuisine, on ne demande pas de diplôme. Tout le monde, hommes et femmes, peut venir offrir son temps. En plus d'être un important lieu de pèlerinage, Amritsar est également un centre culturel majeur. La tour de Baba Atal témoigne de la splendeur de la culture pendjabi. On y trouve des peintures très anciennes qui racontent l'histoire religieuse des Sikhs. Parmi celles-ci, l'histoire de Baba Atal est l'une des plus incroyables, mais aussi l'une des plus tristes. Baba Atal était un petit garçon âgé de 9 ans. Alors qu'il dormait avec son ami Mohan, celui-ci se fit mordre par un serpent. Le lendemain matin, voyant son ami inanimé, il alla prévenir sa famille, puis retourna à son chevet. Innocemment, il lui dit « Pourquoi dors-tu si profondément, cher ami? Ce n'est plus le moment de dormir ?» En prononçant ces mots, il toucha Mohan avec son bâton et le garçon se leva d'entre les morts. L'histoire de Baba Atal ressuscitant son ami fit vite le tour de la ville et arriva jusqu'aux oreilles de son père. Mécontent de voir que son fils avait contredit la volonté du Seigneur, il le réprimanda. Le jeune Baba Atal alla alors se purifier dans le lac sacré d'Amritsar. Et après avoir récité la prière, il s'assit au bord de l'eau et se laissa aller vers son repos éternel. Après avoir visité le Temple d'Or, la masse des fidèles se retrouve à flâner dans la ville. C'est l'occasion de découvrir les pittoresques petites rues d'Amritsar, souvent embouteillées par d'innombrables rickshaws. La ville est un centre économique majeur, pourvu de milliers de boutiques en tout genre. Parmi ces échoppes, de nombreux restaurants servent les délices de la cuisine traditionnelle. Au détour d'une ruelle, nous entrons dans l'un des plus anciens de la ville. Un habitué du restaurant nous décrit sa particularité. Ce restaurant vieux de plus de 100 ans est connu sous le nom de Dakesar Dadaba. Il est très populaire et très apprécié. J'adore la nourriture servie dans ce restaurant. En particulier le lassi. C'est une nourriture traditionnelle pendjabi, purement pendjabi. Depuis un siècle, ce restaurant propose des plats végétariens typiques comme les parotas ou les naans. Ces fameuses galettes de blé appréciées dans le monde entier. Une visite à ne pas manquer pour découvrir les délices de la gastronomie du Pendjab parmi les plus réputés de l'Inde. On trouve également toutes sortes de boutiques d'artisanat comme cette enseigne qui vend des chaussures traditionnelles. Faites main, avec du cuir, des broderies d'or et des fils d'argent, c'est l'un des rares modèles de chaussures au monde à proposer différents styles en fonction de la région où elle est réalisée. C'est pour cela qu'il existe un si grand choix.
Le plus commode pour circuler est le scooter, individuel ou collectif. On rejoint ainsi rapidement son hôtel pour profiter d'une bonne nuit de sommeil avant de reprendre la route vers d'autres trésors cachés du Pendjab. Nous continuons notre périple tout au sud, dans la ville de Patiala. Abrité derrière des remparts hauts de plus de 15 mètres, le fort de Kila Mubarak a une valeur historique inestimable. C'est en effet le premier bâtiment construit par Baba Ala Singh qui fonda la ville en 1763 et en devint le premier Maharaja. La construction fut achevée par ses descendants. Aujourd'hui, hélas, une grande partie du fort est en ruine et fermée aux visiteurs. Un grand chantier de rénovation a depuis été lancé pour restituer toute sa splendeur à ces lieux habités par l'une des dynasties les plus puissantes de l'histoire du Pendjab et qui fut aussi l'une des plus sophistiquées. Il suffit pour s'en convaincre d'admirer le raffinement des moulures en ivoire. Ou encore les magnifiques peintures murales qui ornent cette pièce fascinante, dont le conservateur du musée va nous révéler les mystères. C'est le petit salon de réception. C'est ici que le Maharaja Karama Singh recevait ses conseillers les plus proches. Ce lieu est d'habitude fermé au public. Nous ne l'ouvrons qu'exceptionnellement, car les peintures sur les murs sont exclusives et très rares. Elles racontent l'histoire du Mahabharata et d'autres légendes de l'hindouisme. Toutes ces décorations ont été réalisées par des artistes d'exception venus spécialement du Rajasthan à la demande du Maharaja. On raconte qu'avant la construction du fort, Baba Ala Singh avait accompli un pèlerinage au temple de la déesse Kali. Il en revint avec une flamme sacrée et le fort fut construit autour d'elle. Aujourd'hui, cette bougie toujours allumée brûle sans discontinuité depuis plus de 200 ans. À l'extérieur des quartiers privés du Maharaja, le fort de Kila Mubarak recèle des trésors, cette fois-ci ouverts au public. Derrière cette imposante façade se trouve le salon d'honneur où le souverain recevait ses sujets. À cette occasion, les façades étaient éclairées de milliers de bougies. On imagine l'impression de majesté ainsi dégagée par la vue de cette cour illuminée. Un sentiment qui ne risque pas de s'effacer en pénétrant à l'intérieur de cette salle d'apparat, construite au XIXe siècle et dont les énormes lustres en cristal proviennent directement de France.
Aujourd'hui, cette galerie a été transformée en un musée qui retrace l'épopée des Maharajas de Patiala à travers différentes peintures et objets d'époque. Le règne des Maharajas de Patiala a commencé à une époque troublée. C'est par leur habileté au combat qu'ils ont pu s'imposer face aux occupants moghols, afghans et maraths. Le musée abrite donc naturellement une collection d'armes en tout genre, mousquets et fusils, dagues et épées, hachettes et boucliers, avec des pièces exceptionnelles comme ces armes en jade attribuées à Guru Gobind Singh, dernier des gourous et fondateur de l'ordre du Khalsa. La mort tient une place à part chez les Sikhs, qui croient à la réincarnation. Il n'existe donc pas de cimetière à proprement parler. Mais cet endroit pourrait y ressembler. C'est en effet ici que les Maharajas et les membres de leur famille furent brûlés, comme le veut la tradition. Encore aujourd'hui, ce lieu est protégé, car en cas de décès d'un descendant de la famille, le disparu sera incinéré auprès de ses ancêtres. Un peu plus loin, le Sheesh Mahal, ou palais des miroirs, montre un autre aspect de la vie quotidienne des Maharajas. Autrefois agrémenté d'un immense bassin qui permettait de se rafraîchir durant les chaudes journées d'été, ce château majestueux était un lieu de villégiature pour le souverain et sa cour. Les domaines privés des Maharajas sont bien souvent devenus des parcs publics. Ainsi, le Baradri Garden, ou jardin aux 12 portes, construit dans un style moghol en 1876 par le Maharaja Rajinder Singh, fait le bonheur des locaux et des touristes qui viennent s'y promener et goûter le faste de la vie d'antan. Patiala abrite également le temple de la déesse Kali. Comme la plupart des temples hindous, les fidèles font teinter de petites cloches métalliques accrochées au-dessus de l'entrée pour annoncer leur venue. À l'intérieur, les adeptes chantent des hymnes à la gloire des dieux. Pour les Maharajas, la déesse Kali est une divinité qui apporte protection et prospérité, alors que pour les hindouistes, Kali est la déesse du temps et de la mort, mère destructrice et créatrice. Le prêtre du temple nous retrace son histoire. Ce temple est le Shri Mandir. C'est le temple des Maharajas et autres nobles. Ce temple fut fondé dans la ville de Patiala il y a environ 200 ans. C'est le Maharaja Karam Singh qui a lancé sa construction. Dans l'enceinte du temple, on trouve de nombreuses sculptures attestant une grande proximité avec le Maharaja. À l'extérieur des grands temples hindous, il n'est pas rare de trouver d'autres lieux de prière plus petits et dédiés à divers dieux ou déesses. La particularité de celui-ci se trouve dans les offrandes qui sont faites à la déesse Kali. Les fidèles versent de l'alcool sur un feu. La très grande majorité des croyants n'en consomment pas eux-mêmes. Il est inconcevable de faire un tour d'horizon du Punjab
sans passer par sa capitale, Chandigarh. Cette ville nouvelle, située à la frontière sud-est de l'État, a été créée à la demande du Premier ministre indien Nehru pour remplacer Lahore, devenue pakistanaise après la partition des Indes, et ainsi redonner une capitale au Punjab. Chandigarh est mondialement connue pour son urbanisme. Entièrement conçue par l'architecte franco-suisse Le Corbusier, elle est une application concrète de sa doctrine urbanistique. Dans le centre qui lui est dédié, les visiteurs peuvent se familiariser avec ses principes et mesurer son héritage dont la vision utopique régit le quotidien de plus d'1 million d'habitants. Le Corbusier avait pour volonté d'améliorer les conditions de vie dans une ville moderne. Pour cela, la cité doit permettre l'épanouissement harmonieux de l'humain à travers 4 grandes fonctions. Habiter, travailler, se divertir et circuler. Pour concrétiser sa vision, Le Corbusier renonça au principe de ville verticale, lui préférant une ville horizontale noyée dans une végétation généreuse. Ainsi, Chandigarh est divisé en 60 secteurs égaux, où sont répartis de manière équilibrée zones d'habitation, centres commerciaux, lieux de travail, équipements sportifs et scolaires, lieux de culte et espaces verts. De plus, un système de circulation très sophistiqué isole les résidences des nuisances et permet à Chandigarh d'être l'une des rares villes indiennes où il est encore aisé de circuler, alors que la ville compte aujourd'hui le double d'habitants que celui prévu à l'origine. Tous s'accordent à dire que Chandigarh est une ville où il fait bon vivre, à l'image de son symbole, la paume ouverte, qui représente la paix, la prospérité et l'unité de l'humanité. Avec ses universités réputées et son taux d'alphabétisation qui atteint 97% de la population, Chandigarh est aussi un haut lieu pour l'art et la culture. Considéré comme l'un des plus vastes espaces d'art populaire au monde, le Rock Garden est un parc dédié à la créativité du peuple indien. Ce jardin de pierre a été créé clandestinement par Nek Chand, un artiste indien autodidacte. À partir de 1957, il commence à occuper illégalement un gigantesque terrain de 12 hectares qu'il peuple de 1400 sculptures en béton recouvertes de chutes de céramique, déchets industriels et autres matériaux de récupération. Pendant que, non loin de là, la ville de Chandigarh est érigée selon les principes rationnels de Le Corbusier, Nek Chand construit spontanément une dimension parallèle anarchique qui laisse place à l'imaginaire et à la spiritualité. Les pouvoirs publics ne découvrent son œuvre qu'en 1975 et inaugurent officiellement le jardin l'année suivante. Avec ses dédales de pierre, ses collines, ses cascades, il est l'un des monuments les plus visités de la région. Mais malgré sa grande popularité, il a failli être fermé en 1990 et en 1996. Et ne doit sa sauvegarde que grâce à une mobilisation d'ampleur des amoureux de ce lieu hors du temps. Au Punjab, l'activité de la ville moderne n'empêche pas les traditions les plus séculaires de persister. Au milieu d'un dédale urbain comme Chandigarh, des artisans continuent de perpétuer les traditions rurales, comme cet art de la broderie traditionnelle à la main, appelé pulkari, littéralement travail de fleurs. Cette jeune artiste nous décrit son travail. Je fais les motifs des dessins qui seront ensuite imprimés et brodés à la main sur du tissu. Pour faire ce modèle, il faut environ 3 jours à l'artisan pour le réaliser.
Je choisis les couleurs et le tissu avant la réalisation du dessin. Ce modèle est un exemple typiquement punjabi, avec des couleurs vives et des petits miroirs. Typical use ਕੀਤੇ हैं bright colors ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ culture ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ ਨੇ with a little mirror work ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ detail orient ਕਰਨ ਲਈ Voici un exemple de la fameuse broderie du Punjab, fait main, avec des petites perles. Pour réaliser ce modèle, il a fallu 2 semaines. C'est une tenue que les femmes portent lors d'un mariage ou toute autre cérémonie privée. Les techniques et les modèles des Pulkari ne sont pas documentés car ils étaient uniquement transmis de bouche à oreille. Ainsi, chaque famille d'artisans était identifiable par son travail de broderie unique. Même si aujourd'hui, l'industrie du textile tente d'imiter cet art à l'aide de machines, le résultat obtenu n'est pas comparable à celui obtenu par un Pulkari fait main. Autre tradition qui perdure, le kabaddi, ce sport d'équipe est probablement le loisir préféré des Punjabis après le cricket, une véritable passion qui déchaîne les foules. Sorte de mélange de rugby et de lutte, le kabaddi oppose 2 équipes de 7 joueurs qui s'affrontent en 2 mi-temps de 20 minutes. Les équipes attaquent chacune à leur tour. On envoie alors un unique joueur dans le camp adverse appelé Raider, qui a 30 secondes pour toucher le maximum d'adversaires sans se faire immobiliser avant de revenir dans son camp. S'il y parvient, il marque le nombre de points correspondant au nombre de défenseurs qu'il a touchés. S'il est plaqué avant de revenir dans son camp, il sort et la défense marque un point. Pendant son attaque, le raider est censé ne pas respirer, d'où le nom de ce sport, tiré d'un mot hindi signifiant retenir son souffle. En 1936, il fut une discipline de démonstration aux Jeux Olympiques de Berlin. Aujourd'hui, sport national au Pakistan et au Bangladesh, il est également pratiqué dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et même au Japon. L'entraîneur de l'équipe nous raconte l'histoire séculaire de ce sport. Le kabaddi est né au Pendjab, était pratiqué seulement dans cette région avant d'être connu dans le monde entier. Depuis qu'il existe, ce jeu est transmis de génération en génération. Ainsi, Chandigarh est une ville où il fait bon vivre, étudier, travailler et se détendre. Une cité résolument moderne qui ne renie pas l'importance de la nature. Ici, la végétation abonde et la ville regorge d'espaces verts. Il est même possible de parcourir entièrement Chandigarh du nord au sud en ne traversant que des jardins. Le plus célèbre de ces parcs est le Rose Garden. Avec plus de 17 000 variétés de plantes, c'est le plus grand parc botanique d'Asie. Outre de nombreux arbres exotiques et autres essences médicinales, il comprend environ 1600 variétés de roses qui lui donnent son nom. C'est un endroit très prisé des familles comme des amoureux qui se retrouvent à l'abri des regards dans ce parc coloré, loin des bruits de la ville. En fin de journée, les habitants de Chandigarh aiment s'y retrouver pour se rafraîchir autour d'une glace ou d'une eau de coco.
de là, le lac Sukna est un autre lieu apprécié. Également une création de Le Corbusier, ce magnifique réservoir, construit dans les contreforts de l'Himalaya, appelle à la flânerie. Au milieu de cette nature luxuriante, qui fait la prospérité de ses habitants, on est frappé par la richesse de ce peuple à part, qui a su rester uni face aux adversités de l'histoire, tout en s'ouvrant au monde et en restant fidèle aux principes de tolérance de sa religion. Le Pendjab est bel et bien le joyau méconnu de l'Inde éternelle, une contrée singulière et dynamique, dans un pays aux innombrables facettes.